C'est une sage-femme anglaise qui a rédigé l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui. Leah Hazard a remonté l'histoire de cet organe méconnu aux pouvoirs extraordinaires, l'utérus. L'utérus n'a jamais été considéré par la médecine que comme un organe reproducteur. Ici, l'autrice nous invite à le considérer comme un organe, tout simplement. Voici ce qu'elle dit. Que se passe-t-il dans un utérus lorsqu'il ne se prépare pas à avoir des bébés, à porter des bébés, à mettre au monde des bébés ou à récupérer après avoir eu des bébés? Dans une société qui envisage cet organe principalement pour son rôle en matière de reproduction, c'est une question que l'on ne se pose pas si souvent. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en plus de nous inviter à un voyage au cœur de nos entrailles féminines, c'est un livre particulièrement bien écrit. Leah Hazard débusque la misogynie à l'œuvre à travers l'histoire médicale qui a produit des contre-vérités tenaces, comme par exemple le dogme de l'utérus stérile. Pendant longtemps, on a inféré de l'étude du méconium des bébés l'idée que l'utérus n'abritait aucune bactérie et que c'était lors du passage dans le vagin, lieu notoirement interlope, s'amuse l'autrice, que le bébé se confrontait aux premiers microbes. Une croyance née à l'intersection de la pédiatrie, de l'obstétrique et de la misogynie, ironise-t-elle encore. Un sujet qui m'a particulièrement intéressée, c'est lorsqu'elle expose les avis opposés de deux femmes sur les règles. Elle raconte les prises de position de Dr Sophia Yen, cette professeure de médecine à Stanford, qui avec le slogan « Mes règles, mon choix », en anglais le hashtag « Periods Optional », veut décomplexer la prise de la pilule auprès des jeunes filles. L'argument de cette femme est double. Les règles constituent un désavantage compétitif face aux garçons pour la population étudiante, en particulier les jours d'examen. C'est vrai que je me rappelle de cette copine quand on était étudiante. Elle était dégoûtée que son grand oral tombe le premier jour de ses règles. Elle savait d'avance qu'elle allait sous-performer. Prendre une pilule en continu, qui supprime les règles, c'est donc rétablir une égalité face aux examens et aux concours. Son deuxième argument est historique. Elle avance qu'une femme aujourd'hui va connaître 350 à 400 épisodes de règles dans sa vie, quand une femme du passé, qui n'avait pas accès à la contraception, si elle enchaînait les grossesses et les allaitements, ne vivait pas plus d'une centaine d'épisodes durant toute sa vie. Le corps ne serait pas fait pour saigner si souvent, selon elle. Face à elle, Sarah Hill, professeure de psychologie sociale au Texas, est une experte des effets cognitifs de la contraception hormonale. Sarah estime que les positions de sa consoeur qui présentent les règles comme un désavantage compétitif face aux hommes sont androcentrées. C'est à nouveau présenter le corps des femmes comme défectueux face à la norme masculine et cela perpétue les représentations sexistes. Mais il y a plus grave. La contraception pourrait avoir des effets cognitifs sérieux et irréversibles chez les jeunes filles. Oui, le cerveau n'est mature qu'à 25 ans et traverse une période critique jusqu'à 19 ans, grâce aux hormones sexuelles. Une étude conduite par son équipe vient appuyer ces dires. Les femmes prenant des hormones étaient moins endurantes et obtenaient de moins bons résultats aux tâches cognitives. Des résultats pourtant en contradiction avec d'autres recherches sur le sujet qui montrent que nous avons un besoin urgent d'en savoir plus. Dernier argument avancé par Sarah, la prise de pilules en continu mime la période lutéale, celle qui se situe entre l'ovulation et les règles. Et ce n'est pas le meilleur moment du cycle pour certaines femmes. Et en tout état de cause, elle prive les femmes de la meilleure période, celle de l'ovulation. S'il est un autre sujet sur lequel on manque cruellement de données, c'est celui du fluide menstruel. Si le sperme et les spermatozoïdes ont fait l'objet à ce jour de 15 000 études, le fluide menstruel comptabilise seulement 400 travaux de recherche. En cause, ce que l'on pourrait appeler le facteur Burke, le dégoût des équipes de recherche pour ce qui est même nommé maintenant l'effluent menstruel. Un terme qui évoque les égouts, le rejet de déchets inutiles. J'ai cherché dans le Larousse et voici la définition que j'ai trouvée. Fraction liquide rejetée à la suite d'un traitement qui l'a débarrassé de tout produit de valeur. Pourtant, avance le livre, cette matière pourrait nous offrir de précieux renseignements sur la santé utérine. Stérilité, endométriose, détection précoce de cancer, qui sait ce que l'on pourrait y découvrir? Le chapitre sur la ménopause retrace l'histoire du concept, inventé par le médecin français Charles de Gardanne en 1821, jusqu'à la généralisation du Prémarine, le traitement œstrogénique composé à base d'urine de jument qui a inondé les États-Unis dans les années 60. Feminine Forever, le best-seller qui a accompagné le succès de ce premier traitement représentait les femmes ménopausées comme des harpies ayant perdu leur féminité et promettait au mari une femme à nouveau disponible, y compris sexuellement.
Lia Hazard, rejette quasi dos à dos la vision d'une déchéance de la femme lorsqu'elle n'est plus apte à la procréation, au discours d'empowerment qui s'est développé par la suite. Elle cite les ouvrages à succès outre-Manche au titre évocateur comme Perimenopause Power, Menopause Manifesto ou Still Hot, qui peut se traduire par toujours sexy. Elle préfère retenir cette période comme une gestation, où une femme qui souhaite une vie pleine et épanouie doit devenir enceinte d'elle-même. Elle termine avec ces mots. Comme la naissance d'un enfant, la naissance d'une femme en ménopause est dure, belle, dangereuse et miraculeuse. Une transition à la fois corporelle et spirituelle d'un monde vers l'autre.